La prison de l'ego, c'est la prison des sens, la prison de nos créations mentales, ainsi que la prison matérielle et sociale de notre monde dialectique. Notre cerveau se compose de trois parties distinctes qui diffèrent selon leur apparition dans le temps. On distingue le cerveau reptilien, le plus archaïque, le cerveau émotionnel et le néocortex cérébral ou cortex cérébral. Le cerveau reptilien Hmm. est apparu il y a 400 millions d'années chez les poissons, puis il a évolué chez les amphibiens et les reptiles. Situé au-dessus du cou, il comprend les pendicules cérébraux et le cervelet. C'est le cerveau de l'action, de la réaction. Dirigé par l'instinct, il contient le savoir hérité du système involontaire ou autonome, donc en lien avec le centre du bassin. Le cerveau émotionnel est apparu il y a environ 150 millions d'années. Il est situé au-dessus du cerveau reptilien, à l'intérieur des deux moitiés du cerveau. Toutes ces structures sont reliées par des hormones, des nerfs et des peptides aux substances protéiques. Le rôle du cerveau émotionnel est de traiter et de maîtriser les émotions et les sentiments. Il fixe toutes les expériences agréables et désagréables. Il peut suivre ou non une logique. Le cerveau émotionnel agit comme un filtre. Il enregistre les expériences et transforme les réactions en réflexes. Il stocke les souvenirs et les conserve longtemps. Le cerveau émotionnel est plus long que le cerveau reptilien. Nous sommes conscients de réactions de nos sentiments, même si nous ne réalisons pas leur signification. Ceci explique pourquoi il est très difficile de changer. Nos émotions s'expriment hors de notre contrôle. Par exemple, les battements du cœur, la chair des poules, la transpiration, le rugissement, etc. Le cerveau émotionnel nous fait réagir sans y penser à de très anciens souvenirs, résultant en des réactions chargées émotionnellement et sensibles à toute logique. C'est pourquoi les expériences du passé exercent une si grande influence sur notre vie. Ce cerveau est relié au centre du cœur. Le néocortex est apparu il y a plus de 2 millions d'années chez les primates. Situé au-dessus des cerveaux reptiliens et émotionnels, il représente 80% de la masse cérébrale totale. Ce qui est véritablement nouveau chez l'homme est l'importance et l'ampleur des structures ainsi reliées. Ce nouveau cerveau est d'une souplesse que l'ancien ne possédait pas, dans la fonction de l'intellect et de l'imagination créatrice. Ainsi, nous pouvons affirmer que l'ego est de nature animale, intellectuelle, avec une âme naturelle et immortelle. Le néocortex nous rend conscients de posséder une conscience et d'exister. Nous avons maintenant la possibilité d'acquérir la connaissance de soi. La littérature de la Rose-Croix d'Or insiste sur la purification du cœur, afin de permettre d'éveiller à la vie l'âme originelle. Cependant, plusieurs parmi nous se demandent comment y parvenir. Comment peut-on réaliser cela? L'être dialectique, la personnalité matérielle que nous sommes, vit dans un champ d'existence limité. Il vit emprisonné dans un champ électromagnétique où il respire, un champ qui est totalement en harmonie avec sa personnalité. Et s'il n'y avait que cette personnalité, l'homme vivrait comme un poisson dans l'eau,
sans désirer autre chose. Cependant, l'être humain est plus qu'un corps matériel. Il est une infime partie d'un infini système composé. On nomme cette infime partie microcosme. En fait, le microcosme est l'homme de l'origine, expulsé hors d'un champ électromagnétique infiniment plus élevé, et qui vit maintenant à l'état d'entité déchue, dans un domaine coupé de la vie divine, non relié à l'esprit, dans un champ d'existence électromagnétique à un taux vibratoire inférieur. L'homme déchu est cependant en possession d'un noyau spirituel, d'une rose du cœur, amenée avec lui dans le dépérissement. Selon le plan divin, ces étincelles doivent retourner un jour au royaume des cieux. Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Comme le microcosme est issu de lui, ce microcosme devra retourner à lui. Pour cela, une toute nouvelle vivification est nécessaire, soit une transfiguration. Un nouvel âme doit croître en nous, qui, une fois vivifié par l'Esprit, accédera et retournera au champ de vie originel. Le foyer de l'âme réside au centre du microcosme. Il est d'essence divine, mais n'est pas encore éveillé par l'Esprit divin. La belle au bois dormant. Que l'on s'engage dans les domaines de l'art, de la science ou dans le domaine religieux ou autre, tout nous conduit à une limite. Le monde des opposés ne continue-t-il pas à nous entourer de toutes parts? Tout est condamné à disparaître et à se dissoudre dans la dimension de l'espace-temps, soit le monter, briller et descendre. On peut lire dans l'évangile de Jean, « Lui doit croître et moi je dois diminuer ». Qui est cet homme qui a parlé du plus profond de son être? Des paroles non pas prononcées automatiquement, mais témoignées et véritablement vécues, suite à une prise de conscience, une conscience éveillée qui permet une telle réflexion. Notre personnalité née de la matière peut, bien qu'elle soit de cette nature terrestre, jouer un rôle important. Elle peut être soit un grand obstacle et un facteur de ralentissement dans la croissance de l'âme lorsque la vie reste égocentrique, ou soit un agent nécessaire au service de la lumière, une aide puissante pour la croissance de l'âme, un collaborateur dans ce processus. De multiples forces coopèrent pour rendre possible le retour des microcosmes déchus. La fraternité de la vie, qui œuvre à partir de la vie divine, révèle le champ de lumière salvateur parmi les hommes en ce monde, afin que les chercheurs qui y sont aptes perçoivent la lumière. Périodiquement, le champ de lumière salvateur abaisse son taux vibratoire pour appeler les fils perdus et les inciter au retour. Lorsque l'époque y est favorable, ces forces aidantes viennent directement parmi les hommes. Elles sont ressenties comme un champ de force qui descend, comme des mystères révélés, comme quelque chose qui est déversé. Les écoles des mystères, telles que la Rose-Croix d'Or,
se manifeste précisément maintenant dans la matière parce que l'ère du Verseau crée des possibilités, mais aussi parce que le temps est arrivé où l'appel de la fraternité de Christ doit résonner parmi les hommes. Revenons à la parole de Jean. Lui doit croître et moi je dois diminuer. Nous pouvons distinguer deux personnages, le moi et l'autre, le divin. Cependant, nous connaissons très peu notre être moi. Souvent, dans la vie, nous sommes manipulés par ce moi et faisons ce que nous préférerions ne pas faire. Nous ne connaissons pas nos motivations profondes. Nous vivons d'un état de conscience qui dépend de nos sens et avons peu de résistance à l'accoutumance, à nos critiques ou d'autres traits de caractère désagréables. Nous sommes vécus par nos héritages sanguins et karmiques. Aussi est-il difficile de bien connaître notre être moi. Or, cela est une nécessité. Homme, connais-toi toi-même est une parole adressée aux chercheurs. Si nous cherchons à identifier l'autre en nous et à prendre conscience de lui, nous devons commencer par un processus de brisement de l'être moi. Qui est-ce, cet être moi? L'être moi est la conscience dialectique qui a son siège dans la tête, dans l'hypophyse, soit l'espace situé derrière l'os frontal. Il est très difficile pour bien des gens de faire cette différenciation. Il est impossible à l'être moi de neutraliser cette conscience. L'être moi ne peut pas combattre le moi. Cela mènerait à des résultats tout à fait indésirables et même dangereux, que l'on retrouve très souvent dans la pratique d'exercices occultes, de sciences, de spiritisme, etc. Or, nous ne possédons pas encore la nouvelle conscience. Nous ne disposons pas d'une liaison directe avec le champ de lumière. C'est pourquoi les écoles spirituelles viennent à notre aide en tant que servantes de l'humanité. Elles forment un champ intermédiaire, une juste ouverture aux radiations de la lumière, donc une juste réaction de la personnalité qui permet aux nouvelles forces et aux nouveaux éthers d'entrer et agir dans notre système. Ceux-ci se manifestent dans le sang et la circulation céphalique, qui influencent à leur tour, enfin, le sanctuaire de la tête. Le chercheur doit désirer et vouloir vivre ce processus. Ce désir a pour origine le noyau divin dans le cœur. Cet état peut enflammer la véritable compréhension dans la tête et permettre de déloger l'être moi de son trône. De cette autoconnaissance, de cette prise de conscience intelligente, naîtra la conscience d'où jaillira, du plus profond du chercheur, le « je dois diminuer », alors il pourra croître. Amis, le brisement du moi dialectique signifie son affaiblissement. Ceci implique que le champ magnétique dont il vit perd son énergie en faveur d'un champ électromagnétique gnostique afin que l'âme immortelle ait plus d'espace pour croître et devenir adulte. Vous comprendrez que l'être moi est très habile afin de tirer profit des débris de la démolition. Il cherche toujours un palliatif. C'est pourquoi le Bouddha disait
Longtemps, j'ai été lié par les chaînes du désir à travers de multiples naissances. Longtemps, j'ai cherché en vain. D'où provient cette inquiétude en l'homme? D'où vient sa cupidité et son angoisse? Oui, il est dur de supporter samsara lorsque la douleur et la mort nous tiennent enlacés. J'ai trouvé. Toi qui fais que le soi se connaît, tu ne me construiras plus de demeure. Les fers du péché sont brisés. Le joug du péché est détruit. La disparition des désirs est enfin atteinte. Le brisement de l'être moi est un processus qui s'attaque à tout votre être, à ses désirs fautifs, d'où naît un vouloir aussi fautif. Le désir a un effet magnétique. Désirer signifie attirer. Lorsque le désir est dirigé sur le moi, il renforce le moi. Par contre, s'il est orienté vers l'âme-esprit, il la renforce et lui permet de croître. Nous purifions le corps du désir ou corps astral uniquement par un pensée nouveau, né du sang. Alors, de nouvelles forces sont libérées sous la forme de 4 nouveaux éthers, aussi nommés les 4 nourritures saintes. Ces éthers touchent le corps vital et se dirigent vers les organes et fluides du corps matériel qui font vivre et agir. Enfin, tel que déjà mentionné, ils se manifestent à nouveau dans le sang. Dans notre vie, nous sommes toujours placés devant notre désir, devant l'objet de notre désir. Car, selon notre être moi, nous devons désirer et nous devons aussi vouloir, c'est-à-dire agir. L'être moi ne peut y échapper. Et le Bouddha de dire, il y a un soi et il y a une vérité. Là où est le soi, la vérité n'est pas. Là où est la vérité, le soi n'est pas. Le soi est le désir du plaisir et de la vanité. La vérité est la juste compréhension des choses. C'est le durable, l'éternel, le vrai dans chaque existence. L'existence de l'être moi est une illusion. Il y a dans ce monde méchanceté et vicissitudes qui sont causées par l'attachement au moi. Lorsque nous accédons à la dimension de l'âme, nous faisons l'expérience de l'unité, de la liberté et de l'amour. Rappelons-nous que l'énergie et le désir suivent toujours la pensée. Là où est ta pensée, là tu es. Merci pour votre bien aimable attention, chers amis.